entend s'opposer à l'idéologie massivement diffusée, acceptée et intériorisée par chacun de nous dans nos sociétés, selon laquelle la croissance va régler tous nos problèmes. Hein? Je n'ai jamais entendu un seul journaliste, vous pourrez me démentir si vous en avez un exemple, qui n'annonce pas le gain de croissance comme une bonne nouvelle. On a encore récemment, on nous a dit à la radio, oh là là, catastrophe, le mois dernier, il n'y a pas eu de croissance plate. Comme si il y avait une synonymie entre croissance et bien-être, croissance et bonne nouvelle. Comme si, voilà, la croissance allait régler nos problèmes de chômage, nos problèmes de niveau de vie, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette croissance? La croissance, bon, techniquement, c'est simple, hein, vous le savez aussi bien que moi, c'est l'augmentation du produit intérieur brut. Et pourquoi on peut considérer au contraire que l'augmentation du PIB n'est pas une bonne nouvelle? Mais alors pas du tout. D'abord parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est assez absurde de considérer qu'on va pouvoir croître de manière indéfinie et de manière illimitée dans un monde fini. On n'a qu'une seule planète et donc on a déjà dépassé, je vais y venir, la limite de la possibilité pour la planète de se régénérer. Ensuite, parce qu'on peut se rappeler que depuis 40 ans, où il y a une croissance considérable, eh ben, on n'a toujours pas résolu le chômage et on a toujours des problèmes de différentiels de niveau de vie qui font que les inégalités, qui font que chacun a la sensation de ne pas avoir le niveau de vie nécessaire. Et enfin et surtout, parce que l'augmentation du PIB, depuis toujours, et on n'a jamais pu démontrer le contraire, a toujours été corrélée à une augmentation de l'extraction des ressources sur la planète. Ça va? Oui, ça va. C'est pas moi qui te fais cet effet-là. Non. Donc, la troisième chose la plus importante, c'est que la planète n'en peut plus. Hein? Et l'augmentation du PIB a toujours été liée à, d'une part, une extraction encore plus importante des ressources, et deuxièmement, une consommation d'énergie toujours croissante. On nous fait croire que le charbon a disparu parce que c'était une énergie du 19e siècle. Bon, c'est peut-être vrai en France et en Angleterre, hein, il n'y a plus de fog à Londres. Mais on n'a jamais consommé autant de charbon, l'humanité n'a jamais consommé autant de charbon qu'aujourd'hui. Ça veut dire que le pétrole n'a pas remplacé le charbon, que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, les énergies renouvelables, ne remplacent pas le pétrole. Ça s'accumule. Et ce faisant, en accumulant, eh bien, on détruit de plus en plus la planète. Et du coup, on va dans le mur avec tous les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc les écosystèmes n'en peuvent plus. Et donc ça, c'est peut-être la raison majeure pour dire que l'augmentation du PIB n'est pas une bonne nouvelle. Hein. En 1965, c'était pas les grottes de Lascaux, hein. En 1965, et c'était pas la bougie non plus, l'humanité avait besoin de l'équivalent de 0,7 planètes pour assouvir les besoins et mener ses activités. C'est le rapport Meadows, hein, qui disait cela. En 2012, la même réactualisation, le rapport Meadows, c'est le rapport de 1972 qui disait halte à la croissance, qui avait fait un bruit considérable à travers toute la planète. Peut-être vous en souvenez pour ceux qui ont le même genre d'âge que moi, et qui disait halte à la croissance. Et ce rapport a été poursuivi tout au long des années pour voir si les prédictions de 1972 étaient exactes. Et à chaque fois, on s'aperçoit qu'elles étaient exactes et que le propos était juste. Il considérait donc qu'en 65, il y avait 0,7 planètes nécessaires pour nos activités. En 2012, on en était à une planète et demie. Pour pouvoir mener nos activités, on aurait besoin d'une planète et demie. C'est-à-dire qu'on détériore la planète existante et on ne lui permet pas de se régénérer. 2012, c'était il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est encore pire. Et le rapport Meadows proposait de ralentir la croissance pour ne pas dépasser cette limite. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de ralentir, il s'agit de
décroître. Hein, d'où l'idée de décroissance. Si on veut, et de décroître de manière intelligente, parce que si on décroît comme ça de manière anarchique, on risque de créer évidemment beaucoup de conflits et beaucoup de catastrophes. Donc l'idée petit à petit fait son chemin qu'il faudrait commencer à réfléchir à décroître. Même le GIEC, qui pourtant à la fois nous alarme et nous dit de ce qu'il en est du réchauffement climatique, mais qui en même temps est très sage, parce que c'est quand même des experts nommés par les gouvernements. Pour la première fois, il parle de décroissance dans le dernier rapport. Donc cette idée-là commence à arriver sur le tapis. Donc le terme de décroissance est un terme de combat qui va poser le problème à la racine et en essayant de désintoxiquer nos imaginaires qui sont shootés à la croissance. Tous, je m'inclus là-dedans, on est tous shootés à ça. Alors, à mon avis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le système, notre mode de fonctionnement qui a besoin de la croissance. Le système capitaliste a besoin de croître toujours, encore et encore, pour pouvoir se maintenir, un peu comme sur le vélo. Hein. Si on arrête de pédaler et si on arrête de rouler, à un moment donné, on se casse la figure. Bon. Donc là, le système, bon, ça c'est l'analyse marxienne, on n'a pas besoin d'être marxiste pour lire Marx, et qui nous dit, avec la fameuse baisse tendancielle du taux de profit, qui explique comment le capital a besoin de toujours plus de croissance, parce que sinon, pour mettre en valeur le capital existant, qui lui-même croît au fur et à mesure, eh bien, il va falloir d'encore plus de croissance pour le mettre en valeur, et comme ça, indéfiniment. Et donc, par une conclusion assez logique, si on veut décroître, eh bien, il va falloir changer de système. Ce système-là ne permet pas d'aller vers la décroissance dont on a besoin pour éviter les catastrophes écologiques. Et donc la prise de conscience se développant sur le réel, la réalité des dégâts provoqués, fait qu'on a de plus en plus de mal à cacher le problème fondamental que j'essaie d'expliquer actuellement. Mais tel des Tartuffes, hein, on nous explique qu'il faut cacher le problème que l'on ne saurait voir. Hein. Il s'agit Alors comment ils font pour cacher le problème? D'abord, il y a des grosses campagnes, un peu à la manière de l'industrie du tabac, hein, qui essaye de nous faire croire que le tabac n'est pas nocif. Eh bien, ils mettent en œuvre, hein, alors c'est pas un propos complétiste, hein, c'est le système. C'est pas tout d'un coup des gens qui se réunissent tous les ans à Davos pour essayer de réfléchir, mais c'est pas un petit groupe de gens qui auraient décidé d'eux. C'est le système qui amène à ça. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont commencé par dénier. C'est le déni. Ah ben, changement climatique? Mais non, de quoi vous parlez? Bon, aujourd'hui, plus personne ne conteste que la planète se réchauffe. Hein, on entend plus. Je sais pas si l'univers se réchauffe. Pardon? L'univers se réchauffe. Peut-être même l'univers. Mais en tous les cas, pour ce qui concerne la planète Terre, avec la responsabilité humaine parce qu'ils ont aussi... Claude Allègre a disparu des radars, mais et ils ont fait ça. D'abord, ils ont dénié, ils ont dit non, ça n'existe pas. Après, ils ont dit oui, ça existe un peu, mais ce n'est pas les activités humaines qui sont responsables. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui dit qu'il n'y a pas de réchauffement de la planète. Il y a eu ensuite les campagnes pour les petits gestes. Hein, les petits gestes, ceux qui étaient adultes dans les années 70 se souviennent peut-être, suite au premier choc pétrolier, la chasse au gaspillage. Il s'agissait de faire attention à moins consommer tel jeu. Mais ça recommence aujourd'hui, on nous dit la même chose. Hein. Il faut arrêter l'eau quand on se lave les dents. Il faut prendre une douche plutôt qu'un bain. Il faut manger moins de viande. Tout ça, parce que la viande, bon, si ça vous intéresse, je peux vous dire, je pourrais vous raconter, la viande, effectivement, contribue au changement climatique. Bon, mais tout ça sont des petits gestes. Hein, et alors, qui vont dans le bon sens, bien sûr, mais qui, à eux seuls, ne peuvent pas régler le problème. Chacun est appelé, à la façon des colibris, à faire sa petite part, et le problème serait censé être résolu par ça. Bon, tout ça c'est bien, mais d'abord, cela fait poser la responsabilité sur les individus, alors que c'est, à mon sens, un problème collectif, un problème de société.
Et deuxièmement, le problème, c'est qu'avec ça, on a la sensation, l'impression, je dis bien l'impression, qu'on fait ce qu'il faut. Et donc, on est content parce qu'on a fait le nécessaire, sans se rendre compte que, ben voilà, on a peut-être consommé un petit peu moins d'eau, mais comme on est allé 10 fois plus sur Internet, Internet qui est en train de devenir le grand pollueur de la planète, eh bien, on croit avoir fait quelque chose. Alors, quelle est la fonction des petits gestes? La fonction première, qui est une fonction cachée, mais une fonction qui nous fait plaisir, c'est de nous donner bonne conscience. Et ce faisant, du coup, on oublie un peu le problème. Surtout que pour nous endormir encore davantage, il y a ce que j'appelle l'artillerie lourde, quasiment de la propagande, qui va nous faire croire qu'il sera possible de continuer à faire comme on fait, de consommer autant, tout en préservant la planète. Et alors là, ils ont sorti des gros concepts, dont vous avez entendu parler depuis plusieurs décennies même. Le premier d'entre eux, c'est le développement durable. Le développement durable, la croissance verte, la transition écologique, enfin tous ces termes-là qu'on entend à longueur de journée sur les radios, mais qui sont de l'enfumage, selon moi. On pourra en discuter si vous voulez. Qui sont de l'enfumage parce que ce sont des oxymores. C'est-à-dire deux termes contradictoires que l'on met côte à côte. S'il y a du développement, eh bien, il y a forcément de la destruction de l'environnement. Et donc, ce n'est pas durable du tout. Si on veut que ça soit durable, il faut arrêter de se développer. S'il y a de la croissance, eh bien, ce n'est pas du tout vert. Et si on veut que ça soit vert, eh bien, il faut arrêter la croissance. Donc, les deux ne sont pas possibles ensemble. On nous parle de la transition, on va décarboner. Alors, décarboner, en France, on va être au top en 2050. On aura tout décarboné. Sauf que comme on continue à consommer exactement de la même manière, on va faire venir nos produits, et c'est déjà ce qu'on fait, on fait venir nos produits de Chine, et en disant « Ouh, les vilains Chinois, ils polluent ». Sauf que c'est nous qui consommons les produits chinois. Donc, et pour la planète, évidemment, que ça soit produit en France ou produit en Chine, ça n'a aucune importance, c'est exactement la même chose. Ça ne change rien. On nous dit aussi que la technique va régler nos problèmes, comme si la technique allait résoudre les problèmes que la technique a posés. En réalité, un surcroît technique, la plupart du temps, crée un surcroît de problèmes. Alors, toutes ces campagnes ont qu'un seul objectif, de continuer, comme d'habitude, as usual, le commerce, la production et le système productiviste. Alors la solution, évidemment, c'est la sobriété, mais alors, lorsque la sobriété, c'est-à-dire pas les petits gestes, la sobriété au sens de la simplicité volontaire. Certes, ça nous montre la voie, sauf que ça nous montre la voie avec des solutions individuelles. Il faudrait, pour que ça puisse fonctionner, envisager la chose de manière collective. Et pour que ça change vraiment, donc, il faudrait que ça soit la société dans son entier qui aille vers... et donc, change de système social pour aller vers ce qu'on appelle donc la décroissance. Et pour ça, c'est une autre affaire. C'est autrement plus difficile. Et moi, je vois deux gros problèmes pour aller dans cette direction. La question sociale et la question philosophique. La question sociale, c'est qui est-ce qui va porter le fardeau? Évidemment, au niveau de la planète, ça peut être que les pays riches. On ne va pas demander aux Africains de décroître. Ça peut être que les pays occidentaux et le Japon. Bon. Au niveau, à l'intérieur des pays occidentaux, qui doit porter le fardeau le plus important? Là, on a des expériences. Le PIB, quand il baisse et qu'on ne change pas le système, ça s'appelle la récession. Et la récession, ce sont toujours les plus faibles qui la supportent. Ça a toujours été le cas. Encore dernièrement, quand on a eu le Covid, là, 2020, plus d'avions, tout d'un coup, on respire différemment. La planète a respiré différemment. Et on s'est aperçu, les scientifiques ont mesuré que le changement climatique, a décéléré. Paf, qu'est-ce qui se passe derrière? On n'a rien changé au système. Qu'est-ce qui se passe? 2021, 7% de croissance en France. Tous les journalistes sont contents. Sauf que, évidemment, on a gardé le même système et on n'a rien changé. Et en attendant, ceux qui ont trinqué le plus, ce sont les plus faibles. Donc, pour que ça change, il y a une sorte de... Si le PIB baisse,
il y a une sorte, alors si encore les marxistes diraient, ce que je ne suis pas, je m'empresse de le préciser, les marxistes diraient que c'est un combat de classe. C'est-à-dire que quand la récession est là, il y a le capital qui gagne le combat et le travail ne fait que prendre les coups. Parce qu'on ne change pas le système. Et donc la décroissance n'est pas synonyme de récession parce qu'elle envisage justement d'organiser les choses en changeant le système et en faisant en sorte de faire décroître également les inégalités. Il s'agit de partager et de faire en sorte que ce soit les plus puissants qui fassent le plus gros effort. Mais du coup, la question peut se résumer comme ça. Notre mode de vie actuel est-il négociable ? Vous vous rappelez la phrase de George Bush à propos du changement climatique qui disait « Le mode de vie des Américains n'est pas négociable ». C'est ça, ça a l'air d'un fanfaron qui se met en avant. C'est assurément le cas s'agissant de George Bush. Mais ce n'était pas une ânerie. C'est le cœur de la question. Hein. C'est le cœur de la question. Le projet de la décroissance est un projet de réduction des inégalités parce que les deux sont liés. On ne peut pas décroître si on ne change pas les inégalités. Et le pape François, dans son encyclique que j'ai cité tout à l'heure, allait dans ce sens-là, en liant la décroissance et la question sociale. Donc si on veut vraiment décroître, il faut transformer l'appareil de production, à commencer par la publicité. Il faut d'abord supprimer la publicité qui crée des besoins nouveaux là où on n'en a pas besoin. Bon. Et donc là, ça va être une sorte de combat, parce que les gens qui ont du pouvoir, je le disais à l'instant à propos des marques de cigarettes, ils ne vont pas se laisser faire comme ça, et ils vont faire tout ce qu'il faut pour que ça ne se fasse pas. Mais quand la survie de l'humanité est en question, comment ça se fait qu'on ne soit pas tous d'accord pour changer les choses? Eh bien là, il y a la deuxième grande question, qui est plus difficile, parce qu'on a tous intégré, c'est la question philosophique. En quoi est-ce une question philosophique? En fait, quelle que soit notre place dans la hiérarchie sociale, on a tous, en Occident, intégré une façon de penser, c'est notre civilisation, qui nous vient à la fois des Grecs, mais surtout du moment qu'on appelle galiléo-cartésien du XVIIe siècle. Galilée, c'est l'idée que la nature s'écrit en termes mathématiques. Et donc, on va pouvoir mathématiser l'ensemble du vivant. Ça, c'est Galilée. Descartes, il nous fait la distinction entre la dualité entre le corps et l'esprit, et du coup, entre le sujet et l'objet. Et donc, les deux conjugués ont provoqué une civilisation qui a marqué considérablement, avec des avancées extraordinaires dans la connaissance, notamment, développement spectaculaire des sciences et des techniques, depuis 3 siècles et demi, pour lequel le monde est considéré comme extérieur. Il nous est extérieur. C'est un objet extérieur que l'on va pouvoir étudier, ça c'est la science, que l'on va pouvoir maîtriser, ça c'est la technique, et l'utiliser à notre guise en fonction de nos désirs. Et ça c'est le système capitaliste qui nous dit bon, on peut y aller. Descartes parle de se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est le projet cartésien que nous avons mis en œuvre depuis 3 siècles et demi en Occident. La planète est donc considérée comme une ressource. Ce n'est pas un milieu que l'on intègre, comme j'ai essayé de dire au début, c'est une ressource dans laquelle on va pouvoir puiser. Et donc, c'est une ressource objective, c'est-à-dire transformée en objet pour les humains. On arrive à un monde d'ingénieurs, et ce n'est pas simplement un slogan. On sait que les corps des mines, par exemple, ou les polytechniciens ont une place considérable dans la sphère de décision tout là-haut. Alors ça s'est révélé extrêmement efficace. Je ne suis pas en train de critiquer, de jeter au panier la civilisation occidentale. Il y a eu des avancées considérables qui sont tout à fait positives. Mais c'est en même temps, pour reprendre ce terme-là, ce qui nous envoie dans le mur aujourd'hui. Et qu'il va falloir, si on veut en sortir, peut-être remettre un tout petit peu en cause. C'est cet imaginaire de la puissance et de la domination qu'il s'agit de transformer. Dans les livres que j'ai posés sur la table, vous verrez, il y a un livre d'Alain Gras
sur la fragilité de la puissance, hein, et qui pose la question de la notion, de la place de l'imaginaire de la puissance dans nos sociétés. Et c'est pourquoi le mot de décroissance est un mot percutant, parce qu'il vise à bousculer ces imaginaires. On se dit, ah ben, si, on a envie de croître, on a envie de se développer, on a envie de s'épanouir, etc. Donc l'idée de décroissance, oulala, non, moi je veux pas. Donc ça vient bousculer, et ça nous oblige à réfléchir de manière autre. Prenons juste un exemple, et j'ai bientôt terminé. L'exemple de la 5G. On nous dit, voilà, c'est la question de l'efficacité. On est vraiment, on a intégré dans toutes nos cellules la notion d'efficacité. Il faut être efficace. Alors pourquoi la 5G, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben ça sera beaucoup plus efficace. Ça va aller beaucoup plus vite, on sera beaucoup plus efficace, on va pouvoir connecter les objets entre eux, etc. Bon, mais cette efficacité, elle va se payer, parce que la 5G, c'est beau. D'abord, on dépense des sommes folles pour les infrastructures, pour les mettre en place, et donc c'est de la croissance supplémentaire qui détruit la planète, mais en plus avec une consommation d'énergie complètement dingue. Et donc on va détruire encore plus la planète, et donc notre environnement, et donc au final l'humanité elle-même. Et donc on voit bien avec la 5G, puisque aujourd'hui elle n'est pas encore en activité, en tous les cas pas partout, qu'on pourrait très bien s'en passer. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? On voit bien que ce n'est pas totalement indispensable. On vit confortablement sans la 5G. Mais demain, quand on l'aura, et aujourd'hui, quand on pense aux choses qu'on n'avait pas il y a 30 ans, on n'avait pas de téléphone portable. On vivait très bien, ce n'était pas la caverne et ce n'était pas la bougie. Aujourd'hui, quand on a les choses, qu'on a pris l'habitude de les utiliser, on a l'impression qu'elles sont indispensables. Et donc, on a du mal à revenir en arrière. Mais quand les choses ne sont pas encore arrivées, on voit bien que, si, on vit quand même confortablement, on n'a pas besoin de la 5G. Bon, la question, c'est comment on fait pour arrêter les choses. Et tout ça au nom de toujours la même chose, au nom de l'efficacité. Alors, les gains d'efficacité, qu'on appelle en économie les gains de productivité, sont toujours liés à une augmentation de la consommation d'énergie. Et au nom de l'efficacité, et donc du confort, on a remplacé le travail d'abord des animaux, les bœufs et les chevaux, par de l'énergie, et on est en train de remplacer le travail des humains par de l'énergie. Et tout ça, au final, pour un résultat qui va aboutir à la destruction du vivant, la destruction donc, de notre environnement, et donc à terme, la possible disparition de l'humanité. On pourrait avoir le même genre de raisonnement sur la notion de progrès, par exemple, dont on nous dit qu'on ne peut pas l'arrêter. En fait, si, on peut l'arrêter. On a été capable, par exemple, d'arrêter les OGM, qui étaient considérés comme un progrès dans la science biologique. Voilà. Alors, on ne l'a pas totalement arrêté, oui. Mais en tous les cas, on voit qu'on peut freiner, que si collectivement on pousse dans le même sens, eh bien, il y a la possibilité de faire des choses. Bon, alors, avec tout ça, comment aller vers la décroissance? Et ça sera mon ultime point. Je pense que, parce que certains, face à la catastrophe en cours, nous disent qu'il faudrait une sorte de dictature verte. Il faudrait un gouvernement mondial qui impose les bonnes solutions. Alors, qui est-ce qui va choisir les bonnes solutions? Moi, je pense exactement le contraire. Il faut plus de démocratie. Il faut plus de décisions locales. Il faut plus de mise en responsabilité des individus. Parce que les écologistes ont toujours, depuis Jacques Ellul, ont toujours dit cela, penser global, agir local. Le problème est assurément global pour toute la planète. Mais les actions qu'on peut avoir, c'est au niveau local que ça peut se passer, par la responsabilisation des individus. Et on nous dit, ah oui, mais il faut des gens compétents, il faut des gens qui soient des experts, Et on s'aperçoit que quand on met les individus, les citoyens, en position d'être responsables, ils deviennent experts. Là, on avait depuis très longtemps l'exemple des cours d'assises. Les juges disent tous, il y a des citoyens lambda qui sont tirés au sort et qui deviennent des experts, non pas des experts juridiques, mais qui sont capables d'intégrer à leur réflexion une dimension juridique qu'ils ne connaissent pas pour aller porter un jugement
qui sera, on espère, le plus adéquat possible. Mais on a un exemple récent. Notre cher président nouvellement réélu, qui a créé la Convention citoyenne pour le climat, pour essayer de répondre à l'urgence écologique. Bon, voilà 150 personnes tirées au sort, je ne sais pas trop comment, mais en tous les cas plutôt tirées au sort, qui étaient des Pékins lambda comme vous et moi, et qui se sont mis à réfléchir à la question. Eh bien, ils ont pondu 150 propositions qui vont vraiment dans le bon sens. Bon, le problème, c'est qu'après, on ne les met pas en œuvre. Hein, et que les pouvoirs politiques, après avoir dit « si, on va tout mettre en œuvre, sauf 3, ah oui, la limitation de vitesse sur les autoroutes, quand même, c'est trop difficile à imposer. Donc, mais tous les autres, oui, on va le faire. » Et puis, ils ne le font pas. Donc, on voit bien que quand on met les gens en responsabilité, tout simplement parce que, est-ce que personne ne veut détruire notre environnement ? Qui est assez fou pour se dire on va détruire l'environnement? Personne. Donc dès qu'on est en responsabilité, eh bien on fait les bons choix. Et donc il faut plus de démocratie pour qu'on soit plus nombreux à être en responsabilité, plus nombreux à se poser vraiment les questions, plus nombreux à réfléchir dans ce sens-là. Et ça permettrait par ailleurs de partir des usages et des besoins concrets plutôt que de partir des offres de produits telles que la publicité nous les fait miroiter. Et donc vous voyez bien qu'il s'agit de modifier nos imaginaires. Et là, c'est évidemment très difficile. En conclusion, la simplicité volontaire sont des démarches individuelles qui sont relativement radicales, mais qui non seulement nous ouvrent un peu la voie, mais en plus tendent un miroir à notre société, un miroir tel que ça nous amène à réfléchir, à mon avis, sur les vraies grandes questions. Et réfléchir ensemble, c'est pas mal, non? C'est ce que je vous propose de faire. Merci pour votre attention. Merci. Et je repasse le bâton de parole à Marichon, qui va pouvoir éventuellement vous le distribuer.